vous en prie. Alors, on va commencer donc, comme je l'avais dit cette semaine, par parler, énumérer petit à petit tous les instruments, d'accord, tous les ustensiles, si vous préférez, qui ont besoin de cachérisation pour Pessah. D'accord, on va essayer de les énumérer un après l'autre, en précisant à chaque fois comment on cachérise pour Pessah, en commençant du plus simple, comme par exemple les couverts de table, jusqu'au, par exemple, au dentier, à tout ce qui peut avoir besoin d'une cachérisation. Oui, mais on a une vaisselle pour Pessah. Tout à fait, mais il y en a beaucoup qui, comme ils tiennent tellement à leur marmite et à leurs affaires, que finalement ils vont utiliser des marmites qu'ils ont toute l'année, ils y tiennent tellement, ils réussissent des plats extraordinaires avec, ils vont pas s'en détacher facilement. Donc c'est pour ça que on va essayer de donner, après chacun fera comme bon le semble. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que en général, et ça il faut bien se le dire, tout ce qui a été en contact avec les ustensiles pendant l'année, on ne peut pas les utiliser pendant Pessah de façon automatique, d'accord? Comme vous l'avez dit, le mieux, ça serait d'avoir des ustensiles pour Pessah. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les ustensiles. Il y a le frigidaire, on va pas changer de frigidaire pour Pessah. Il y a la table de travail, on appelle ça le plan de travail. Il y a la table où on mange. Alors, on va parler étape par étape de tout ce qui peut, avoir accès à une cachérisation. D'accord? Alors là, il dit, on va penser de Rav Yosef, qu'il y a aussi ceux qui ne mangent pas les légumineuses. Vous êtes d'accord avec moi? Les haricots blancs, les pois chiches, les lentilles, il y en a beaucoup. Voilà, mais ceux qui ne mangent pas et qui se retrouvent dans une famille de gens qui en mangent, est-ce que là aussi il faudrait faire agala? Il faudrait bouillanter, parce que maintenant on a un gendre ou une belle-fille qui a décidé d'être mahmir, de faire plus que ce que demande la halakha. Est-ce qu'il faudrait les ébouillanter? Alors ici on va commencer par le Rav Mordechai Eliyahu aujourd'hui, mais on a le Rav Yosef, deux Gdolim, d'accord, et on va essayer de jongler pour voir quels sont les terribles. En tout cas, il dit qu'au sujet des légumineuses, on n'a pas besoin de débouillanter toute la vaisselle. Il suffit par contre, parce que ici c'est un problème de goût, de ne pas utiliser cette vaisselle durant 24 heures. Et après on pourra cuisiner, même si l'année précédente, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai quelqu'un qui est makpid sur les kitniyot, sur les légumineuses, comme le pois chiche, les haricots blancs, les lentilles, tout ça, et que maintenant il vient manger chez toi, il va te dire, mais ta vaisselle elle est pleine de kitniyot. C'est vrai qu'au tous les hôtels, ils ont fait des grosses publicités, à savoir, est-ce qu'on peut aller manger dans les hôtels? Alors ils disent, sans kitniyot. D'accord, mais alors comment on fait? Si on atterrit dans l'hôtel avec une vaisselle de kitniyot, il faut simplement, et ça on a pour principe, qu'une vaisselle qui n'a pas été utilisée durant 24 heures, ça s'appelle ta'am pagoum. Même s'il y a du goût dedans, le goût il est altéré. Voilà pourquoi, et là je fais une résumé de la semaine dernière, le four qu'on doit utiliser pour Pessah, il y a 3 étapes. D'abord, et ça c'était la première étape la semaine dernière, ne pas l'utiliser durant 24 heures. 1. 2. Le passer avec des produits ménagers, comme le Decafour, Sinbang, je sais pas, et toutes les marques que vous avez. Et enfin, le faire chauffer, ou bien, l'idéal, ça serait d'avoir la pyrolyse, ou bien à chaleur maximale, d'accord, à chaleur maximale pendant 1 heure. D'accord? Voilà, à chaleur maximale. Oui, l'un ou l'autre. Mais on n'a pas besoin de pyrolyse. On l'a vu dans le Rav Yosef la semaine dernière. Chaleur maximale, on la remue non, si vous l'avez, il vaut mieux. Oui, parce que quoi de mieux que la pyrolyse pour enlever les saletés, ne plus les laisser existantes. Alors, juste, je vais vous relire la halakha comme ça, on le voit, parce que le four, c'est vraiment quelque chose qu'une femme sur 2 va vouloir faire plaisir à ses enfants et à son mari en leur faisant des petits gâteaux sympathiques de Pessah. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va quand même le rappeler. C'était juste ici. On va y arriver. Kéli s'occupe, Mekarer, Hajmali, Madjar Kelim. Ça, c'était le lave-vaisselle, on l'a expliqué aussi. Et le four, c'est ici. Micro-ondes. Voilà. Alors,
Tanourafia, donc je vous retraduis, comme ça on est bien clair sur cette halakha. Pourquoi je vous retraduis? Parce que le Rav Mordechai Eliaou, il dit que le four il est inutilisable le Pessah. Comme les Ashkenazim. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, et ça c'était l'introduction que je voulais faire pour aujourd'hui, on a un principe de la façon dont l'interdit, et ici c'est l'interdit de Pessah, c'est que c'est beaucoup plus grave l'interdit de Pessah que les autres interdits. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas manger là, c'est par rapport à la matzah et au pain. Oui, mais pourquoi c'est plus interdit que les autres interdits, que le porc, que la viande et le lait? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a un principe dans la halakha qui nous dit Pessah, afilou be'elef lo batil. Un morceau de pain, même dans 1000, il n'est pas annulé. Alors que si vous avez par exemple une marmite de viande et un morceau de porc qui est tombé dedans, dans 1000, dans 60, c'est annulé déjà. Le Pesrametz, même si tu as 1000 fois la quantité, la marmite, elle reste interdite. C'est curieux quand même. Voilà. Alors que le porc, à la limite, on pourrait dire que le porc. Alors, très bien, très bonne question. Vous posez une bonne question. La réponse, elle est que l'interdit de Pessah, pourquoi il a été plus grave que les autres? Parce qu'il a une permission. D'avoir chez Eshlo Matirin, toute chose qui a une permission, Afilou Be'elef lo batil. Attends la permission. Dans une semaine, c'est permis. Pourquoi on va avoir recours à l'annulation dans 1000 ou dans 60, alors que dans pas longtemps, ce sera permis? Donc c'est pour ça qu'un four, comment le cachérisons-nous? D'après Rav Mordechai Eliaou, c'est pas possible. Mais le Rav Ovadia Yosef, il dit c'est possible. Alors pourquoi Rav Mordechai Eliaou, c'est pas possible? Parce qu'on a un principe dans la halakha, de la façon dont l'interdit est rentré, il faut le faire sortir. Or, comment il est rentré l'interdit? Par vapeur chaude. Donc il faudrait pouvoir cachériser le four également par vapeur chaude. Or c'est impossible. C'est qu'il faudrait passer par chalumeau jusqu'à qu'il y ait des étincelles qui sortent. Le Rav Mordechai Eliaou, ça c'est la chita du Rav Mordechai Eliaou. La chita du l'avis du Rav Ovadia Yosef, et on peut s'appuyer sur ça, c'est de le chauffer à chaleur maximale pendant 1 heure, et de la façon dont l'interdit est rentré, il va ressortir. D'accord? Ça c'est un. Donc d'abord, dans l'ordre, on le nettoie comme il faut le four. 1. On allume le four à puissance maximale pendant 1 heure. Vous voyez bien qu'il dit puissance maximale. Il n'a pas du tout parlé de pyrolyse. D'accord? La pyrolyse, c'est mieux. Et par contre, les plaques, elles, c'est pas possible. Parce que les plaques, comment vous allez faire pour les faire chauffer à puissance maximale? Le four, il se réchauffe à mieux. Mais les plaques, elles sont toujours moins chaudes que le four. Et donc, il faudrait les passer au chalumeau. Et ça va les abîmer. Vous allez dans un magasin comment dire ça, non, pas de cache-route, un magasin d'arty, tout ça, et vous achetez des plaques. Voilà, alors il y en a un, voilà. Ah, sur Amazon. Amazon sur Internet, un 9 €. Voilà. Ah, tu l'as commandé là-bas? Voilà, 9 €. D'accord. Amazon, on a fait de la pub pour Amazon. Alors, donc ça, c'est au sujet du four, d'accord? Donc c'est ça que j'étais en train de vous dire. De la façon... Excusez-moi, quand on a des plaques, pas des plaques normaux, moi j'ai des plaques en alu, ça passe pas quand même? Et non, parce qu'elles ont chauffé par la chaleur du Hametz. Et pour pouvoir faire ressortir ce goût de Hametz, mais même, c'est-à-dire que laver, c'est... Encore une fois, dites-vous bien, quand vous avez, j'ai conclu comme ça la semaine dernière, comment on cachérise? On cachérise de la façon dont le issour il est rentré. Or le issour, comment il est rentré? À chaleur brûlante. Donc il faudrait une chaleur brûlante égale pour pouvoir... Or on n'y arrivera pas, d'accord? Il faudrait prendre un chalumeau pour pouvoir passer toute la... Moi j'ai la pyrolyse. Oui. Est-ce que je peux mettre mes plaques? Moi je crois qu'il ne faut pas mettre avec les plaques, c'est dangereux. Des plaques très épaisses, hein? Elles tiennent? Les plaques sur les pyrolyses, ça change rien? Hein? Les plaques sur les pyrolyses, elles se cachent avec ça. Normalement, lui, moi je sais qu'ici, parce qu'encore une fois, le Hametz, il a été collé, d'accord? Collé à la plaque. Ou même si elle va pêcher sulfurique, ça peut déborder un peu. Donc il faudrait trouver une chaleur qui soit aussi forte que le Hametz qui est en train de se cuire sur la plaque. Collé. Qu'est-ce qui peut coller comme chaleur? C'est que le chalumeau. Et le chalumeau, c'est compliqué. Quand je fais la pyrolyse, il n'y a plus rien. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous laissez les plaques dedans? Moi, je la frotte avant le four. Vous laissez les plaques dedans? Je l'ai jamais fait. Voilà. Je peux pas les mettre. Il vaut mieux avoir des plaques et... J'ai un problème. Ouais. Quand on a le plaque, le machin, l'induction, avec la pyrolyse. À induction, Marloquette, Ashkenazim, Sfarazim, pareil. Vous êtes tunisienne? Oui.
Alors j'ai entendu dire, il y avait Madame Zana qui était là. Elle m'a dit que les Tunisiens, ah c'est votre sœur, ils trempent les verres 3 jours d'affilée dans de l'eau. Vous vous rappelez de ça? Mais c'est-à-dire que si vous êtes arrivé à ça, c'est-à-dire que vous avez la khoumra des Ashkenazim de ne pas utiliser les verres à Pessah. Non, j'ai des verres, des nouveaux verres. Voilà. Donc les verres. L'induction casquette. Oui, mais induction, madame, vous êtes madame, non pas madame Zana. Madame Cohen, l'induction, c'est du verre. La plaque dessus, elle est en verre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très problématique. Il faudrait que vous demandiez à un éther de ne pas faire comme vous avez l'habitude. Demandez à Rav Mamou Chenek, par exemple. Un Rav qui vous dise comment on fait quand on est marmire sur le verre et qu'on a une plaque à induction, c'est pratiquement incachérisable. Pas l'induction, l'halogène et le truc, c'est pareil. Alors. Et tout ce qui est en verre, c'est problématique. Pour les Ashkenazim, non. Pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, je sais que sa sœur, Madame Zana, elle m'a dit la semaine dernière qui trempait les verres 3 jours. Oui, et ici, il parle justement de ceux qui trempent les verres, c'est-à-dire qui craignent le problème du verre. Donc je ne sais pas si je l'avais vu ou pas. Ça, c'est Ashkenaz. Hein. Oui, Ashkenaz, et il y a des Marocains qui ont pensé aussi comme ça. Ouais. Au Maroc, oui. Alors voilà, je l'ai vu, voilà. Je l'ai vu quelque part. J'ai vu un endroit où il disait si on a des plaques en verre. Voilà. L'onitan ishtamesh beki. Voilà. Donc vous avez vraiment un problème. Il faut demander vous avez un rave à qui vous posez vos questions? Madame Cohen, vous avez un rave à qui vous posez vos questions? Eh bien, j'achète un petit gaz. Et oui, parce qu'ici, il dit ici, le Rav Mordechai Eliaou, qui lui a été bossé comme le Ben Ishraï, qui lui-même avait accepté sur lui les décisions du Rama, il dit l'onitan, il ne sera pas possible, les ishtamesh, d'utiliser bekiraïm, des feux électriques, donc toutes sortes, induction, tac, im mishtar srouchit, qui sont faits en verre. L'onitan, on ne peut pas les utiliser. Donc moi, je suis tout petit encore. Il y a les Marocains, ça. Hein, oui, tous ceux qui pensent que le verre, il absorbe. Moi, je suis tout petit, Mme Cohen. Je ne peux pas vous donner un état comme ça. Il faut que vous allez voir un rave, votre rave ou le rave de votre communauté, et posez-lui la question. Dites-lui que vous êtes malpide sur les verres, comme les Ashkenazim, et que vous avez une plaque à induction. Comment faire ça? Là, il dit l'onitan, on ne peut pas utiliser tout ça, on ne peut pas utiliser la plaque à induction. Pour les Ashkenazim, je répète bien, nous, les Achenois Sfaradim, les frères. Oui, mais comme votre sœur, elle m'a dit que quand vous étiez petite, elle me raconte tout, votre sœur. Elle m'a dit que vos parents ils trempaient les verres dans de l'eau pendant 3 jours. Et lui, le Rav Mordechai Eliaou, il parle de ça pour ceux qui craignent. C'est-à-dire que vous craignez la matière en verre. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre plaque à induction en ce moment-là. Ou faire une sheila à un Rav. Voilà. On peut alors pour la plaque à induction. Oui, vous pouvez. Nous, les Sfaradim, on pense que les verres n'absorbent pas. Et ma femme va me dire pourquoi on ne le fait pas à la maison, mais c'est-à-dire que dans la théorie, on peut prendre un verre de viande où on a mis du chaud, du bouillon de viande, le rincer comme il faut, et après boire son choco chaud dedans. Parce que nous, les Sfaradim, on a pour principe établi, comme le Shulchan Aruch, on a pour principe établi, comme le Shulchan Aruch, que le verre, il n'absorbe pas. Non, je disais qu'avec c'est un chilouche. On peut aussi nettoyer l'induction. Du verre? Du verre. Pas pour les Ashkenazim. Non, pour les... Ah oui, mais Mme Cohen, elle parle pas pour les Ashkenazim. Donc c'est pas pareil. Non, moi je parle pour les. Je sais, Mme Cohen, mais encore une fois, comme votre sœur, elle m'a dit que la fois vous trempiez les verres, n'est-ce pas? Pour les cachériser. 3 jours. Oui. Ça veut dire que vous pensez que le verre, il absorbe. Là, si on n'achète pas, quand on n'achète pas... Moi, je vous conseille, Madame Cohen, de demander la question. Mais la dame, elle a dit qu'elle a un appareil à vapeur. Oui, mais parce qu'elle pense que le verre, il n'absorbe pas. Demandez à votre rave. C'est qui votre rave de la synagogue? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Je crois qu'il est algérien. Non, mais comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas. Je ne connais pas. Posez-lui la question. Quelle synagogue? La synagogue... C'est où ça? Non, à Bromel, rue Ganet. C'est Rav Seraf? Rav Jérémie Saraf? Non, c'est pas Seraf.
les Tunisiens. Rav Mamouche? Non, pas c'est Bon, je sais pas. En tout cas, demandez la question. Regardez, on va essayer d'avancer rapidement parce qu'on a encore rien fait. Tous les ustensiles qui ne sont pas cachérisables à Pessah, on les met de côté, bien rangés, et on ne vend pas d'ustensiles dans la vente du Hametz. On ne vend que le Hametz qui est dans les ustensiles, d'accord? Ça c'est important. Si j'ai comment dirais-je, un ustensile que j'arrive pas à nettoyer, il y a des fois le Hametz, il est tellement incrusté, je pense par exemple à un bol où on fait la pâte à crêpes, et je sais pas, et par exemple, il s'est incrusté qu'on ne peut plus enlever dans le plastique. Alors il dit ici le Rav qu'au moins on le rende impropre à la consommation en mettant un peu de javel dessus, et après on le met de côté, on n'utilise pas pendant tout Pessah, parce que c'est du vrai Hametz, d'accord? Donc il faut faire attention. Quelqu'un qui a oublié, il a des ustensiles qui sont indispensables au Pessah et il n'a que cela. Et en plein Pessah, il se rend compte qu'il ne les a pas nettoyés. Alors c'est écrit ici que pendant Chol HaMoed, d'accord, il peut les nettoyer. Par contre, plus grave, si après Pessah je sors ma vaisselle et je vois, je ne sais pas, notamment occupé dans la folie, je me retrouve avec une soupière ou une marmite avec de la pâte encore dessus. Alors là, c'est le problème, ça me rend interdit mon verre ou mon ustensile. Ça s'appelle Hametz, chez Avar, Alav, à Pessah. Il faut tout nettoyer et jeter bien le Hametz à la poubelle ou le brûler, parce que c'est vraiment du Hametz, chez Avar, Alav, à Pessah. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 façons pour que le Hametz s'absorbe. Je vais accélérer un petit peu. Tout d'abord, il peut s'absorber sans liquide, que par le feu. Il peut s'absorber par la cuisson. Il peut s'absorber par, le fait de l'avoir laissé longtemps, par la macération, c'est le mot que je cherchais. Ou bien, il peut s'absorber par quelque chose qui est très acide. L'acidité, elle attaque la matière. Donc si c'est du Hametz acide, il attaque la matière. Et donc c'est pour ça que toute cachérisation à laquelle je vais procéder, je vais devoir appliquer le principe qui dit de la façon dont le Hametz il est rentré, c'est de la façon dont je le ferai sortir. Alors on y va. Par exemple, un ustensile, comme on va voir ici, on n'utilise que par la chaleur, comme je vous disais tout à l'heure, par le four par exemple. Le four ne va être cachérisable que par la même chaleur. Ça c'est un. Autre chose aussi, si j'ai versé de l'eau chaude, mais d'un deuxième kéli, c'est-à-dire que j'avais une soupière, d'accord, qui était posée sur le feu. De cette soupière, j'ai versé dans une autre soupière. La deuxième soupière, elle n'a pas besoin d'avoir de l'eau brûlante. Pour cachériser, elle aurait besoin juste un petit peu d'eau chaude. Alors on va aller directement, parce que là ici tous les principes, on n'a pas le temps de les citer, mais maintenant on va parler de comment on fait la gala. Donc première chose à faire avant de faire la gala, s'assurer que les ustensiles sont propres, qu'il n'y a plus aucun résidu, vraiment que ce soit comme vous savez, comme quand vous avez trempé un ustensile dans le mikvé, il faut bien faire attention d'enlever toutes les étiquettes. Donc là aussi on va enlever toutes les étiquettes, on va faire l'ustensile propre, et à ce moment-là, il dit particulièrement quand c'est par exemple des tamis. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on utilise un tamis à Pessah, mais bon, il y a des petits trous, des petits trucs, donc il faut bien enlever, toutes les saletés, d'accord? Un ustensile qui a des vissages, d'accord, des vis, qui est vissé à plusieurs endroits, il faut le dévisser avant de le tremper. J'ai en tête la cocotte minute, on dévisse. Enfin, voilà, ça c'est un bon exemple. C'est vrai que vous êtes en train de vous dire depuis tout à l'heure que finalement, j'ai pas besoin de ces ustensiles, j'ai pas en acheter d'autres. Mais quand il est question d'ustensiles qui coûtent cher, par exemple une cocotte minute, c'est cher une cocotte minute. Donc ça on aurait tout intérêt. Alors je ne sais pas, Madame O'Connell m'a dit qu'il allait avoir ici justement un bac pour faire bouillir les ustensiles. Quelle date? Ils vont commencer les travaux là. Non mais non, je ne parle pas du mikvé. Ils vont mettre apparemment une marmite bouillante la veille de Pessah pour tremper les ustensiles dedans. Elle ne m'a pas redit la date, renseignez-vous, apparemment ils vont le faire ici, pour pouvoir tremper les ustensiles dedans. Oui, elle m'avait dit de le dire. Ouais, ça nous rendrait service. On vient ici. Ouais, si vous avez la date, ce serait intéressant, même moi, peut-être à la limite la cocotte minute et tout ça, pourquoi pas. Donc, on dévisse tout ce qu'il faut dévisser, par exemple les manches et tout ça. Vous parlez de cocotte minute, elle a été utilisée. Oui, mais Madame Cohen, tout à l'heure vous m'avez dit, on n'a qu'à acheter une autre vaisselle. Oui, on a tout ce qu'il faut. Oui, mais je dis, il y a des fois, c'est très cher. Par exemple, la cocotte minute, c'est 400 €. Oui. Si on peut la cachériser, c'est bien. Vous comprenez? Avec du Hametz, on peut la mélanger. Voilà, alors on va expliquer comment la démonter et tout ça, si on y arrive. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait?
on les nettoie bien, on les laisse 24 heures reposer, ça c'est important aussi. Une fois qu'on les a laissés 24 heures reposer, on peut alors à ce moment-là procéder à la cachérisation, d'accord? Donc on peut procéder à la cachérisation. Comment on procède à la cachérisation? Il faut que ce soit de l'eau qui soit bouillante. Et là, je vous en supplie, hein, soyez vraiment vigilantes, parce qu'on peut très vite arriver à un accident. Vous avez la date? Vous avez pu avoir la date? Non. Ah, ils ne savent pas encore. Elle n'est pas là. Ah. Apparemment, Nathalie est encore c'est Ouais, mais c'est elle qui m'en avait parlé. Bon, et si on a la date, on le rappellera. Donc il faut vraiment que l'eau soit brûlante, ou alors, ça c'est à l'ancienne, à l'époque, comment on faisait pour que l'eau elle reste à ébullition? On prenait une pierre qui avait été chauffée dans un four, ou un fer qui était resté sur le feu, et on prend la pierre ou le feu, ou le fer qui a été chauffé dans le four, et on le plonge dans la marmite. Et la marmite, elle continue à bouillir très très fort. D'accord? Donc, il faut que ce soit aussi de l'eau qui soit claire, hein, pas de l'eau qui a déjà été utilisée et qui soit vraiment bouillante. Oui, de l'eau propre, d'accord? Et par exemple, si je vais faire bouillir par l'intermédiaire d'une pince, il faut que je lâche et que j'ouvre ma pince pour que l'eau elle rentre à l'endroit où la pince attrape. Un peu comme vous trempez dans le mikvé. Des fois, vous avez peur que votre couvert il parte dans l'eau, vous n'aurez plus à le rattraper. Donc vous lâchez, vous attrapez, vous lâchez, vous attrapez, et comme ça l'ustensile il se trempe bien dans le mikvé. Ou alors si je trempe aussi dans l'eau bouillante avec un filet, que ce filet je l'agite un petit peu pour que l'eau elle puisse passer à tous les endroits. Alors maintenant on va détailler tous les ustensiles. Premier ustensile bien évidemment, c'est les ustensiles qui ont des manches en plastique ou en bois. Comment on fait quand il y a des manches en plastique ou en bois? Il faut les mettre dans l'eau, d'accord? Et bien évidemment, même le manche, 2 secondes, on le trempe bien jusqu'à dedans et on le ressort et on a fait la hagala. Et on a le droit? Mais Oui. l'eau chaude, l'eau froide après. Oui. C'était quand c'était 2 trucs différents? Non, on peut. En 2 trucs différents là. Non, mais alors, quand vous n'étiez pas là, on a dit que si on peut dévisser, il vaut mieux dévisser. Et si on peut pas? Et si on peut pas, on trempe comme ça. Comme c'est écrit ici. Chez NM 4 et... Alors attendez, vous avez raison. Ici, il dit exactement ce que vous dites. Il dit qu'en fait, les manches, ce serait à éviter. C'est comme vous dites vous. C'est-à-dire que normalement, il faut les dévisser. Et si le manche, il peut laisser rentrer à l'intérieur de la saleté et du khametz qui va se bloquer, il vaut mieux éviter. Donc ici, on parle bien, comme vous dites vous, parce que juste après il le dit, on parle de couverts qui n'ont pas de manche en plastique ou en bois. S'ils ont un manche en plastique et en bois, les dévisser, comme je vous l'ai dit. Et s'ils ne sont pas dévissables, c'est là où il le précise, Nagouchelo les archir, il vaut mieux pas les utiliser. De même, tous les ustensiles, retenez bien, qui ont servi à la friture. Tous les ustensiles qui ont servi à la friture, étant donné que la friture c'est une chaleur qui est sèche, d'accord, où il n'y a pas beaucoup de jus et tout ça, il vaudrait mieux les cachériser avec la même chaleur. C'est-à-dire qu'Eli Rishon verser de l'eau brûlante qui soit à la même température que l'huile qui a fait absorber le khametz. Donc c'est assez compliqué aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que... Voilà, exactement. Donc, excusez-moi, oui. si on achète la vaisselle, par exemple, une casserole ou 2, il faut faire la maille aussi. Non, il faut faire juste la tevila. La tevila, la tevila de Kelim. D'accord? Alors pareil, pour tout ce qui est, et ça je sais qu'il y en a beaucoup d'amateurs, tout ce qui est ustensile de grillade. La grillade, encore une fois, là aussi, elle a absorbé le khametz avec du feu, d'accord? Donc il va falloir faire sortir le khametz de ces grilles avec du feu, passer un chalumeau sur les grilles de grillade, d'accord? C'est-à-dire que des fois on a des grilles et tout ça, et il n'y a pas que de la viande, hein? Celle du four. Il y a des grilles. Voilà, alors je vous dis, les grilles, elles sont passables au chalumeau, celles-là. Mais les grilles, les plaques pleines, ça c'est difficile, en plus ça va décoller la couleur et tout ça. Mais par contre, celles-là, oui, on les passe au chalumeau, d'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre le chalumeau et on va passer le chalumeau dessus et ce sera bon. Il y a autre chose aussi, alors ça maintenant on va aller à des choses qui sont beaucoup plus simples, les attaches avec lesquelles on attache les nappes. Vous savez, pour qu'on ne veut pas que la nappe elle se barre de partout, on met des attaches.
Donc les attaches, étant donné qu'elles ont été touchées du Hametz, même si elles ont touché du Hametz à froid, donc on va les nettoyer bien avec un produit, ça suffit. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une façon d'absorber le Hametz, que ce soit piquant ou aiguisé. Or le couteau, vous savez que quand on appelle ça dans la halakha, douchaka de sakina, d'accord? Il y a un couteau qui appuie très fort. Et ici, il parle de ce couteau, des couteaux électriques pour couper le rôti, par exemple. Et des fois, il peut avoir du Hametz un peu dedans. Donc le douchaka des sakina, la force du couteau, elle fait qu'on ne peut cachériser ce genre de couteau-là qu'avec le chalumeau aussi. Il faudra le... Ouais, oui, parce que comme... Non, ta'oul liboun, d'accord? Et il dit que des fois, passer un chalumeau sur un couteau électrique, ça peut être plus grave. Mais la lame, elle s'enlève tout de suite. Alors ça, oui. Lui, il parle apparemment, Kevan Chelonitan et la Bno, il dit qu'apparemment, il y en a qui ne sont pas en vague. C'est peut-être à son époque, d'accord? Alors pareil pour les louches, d'accord? La louche aussi, quand je la trempe des fois sur de l'eau sur une soupe qui est sur le feu. Donc je vais devoir aussi la cachériser en mettant sur de l'eau qui est sur le feu. Ça c'est la louche, d'accord? Alors après, les marmites en aluminium, là aussi, on va les tremper, on va faire la hagala en les trempant dans l'eau bouillante. Alors c'est ça que je vous dis, pourquoi je vous parlais tout à l'heure de ce qu'elle va faire Madame Ochana ici? Parce que imaginez-vous, et d'ailleurs il va en parler tout à l'heure, comment on fait quand c'est des marmites énormes? Où vous allez les rentrer ces marmites? Il faut avoir des tonneaux comme ils ont ici, ou comme des fois à Beit-Vegan, on voyait, ils mettent des tonneaux sur la route, 5 shekels, 2 shekels, et tu trempes ta marmite, voilà. Et oui, parce que comment on va trouver des tonneaux pareils? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça. Hein? Non. Juste enlever le... Non, c'est juste pour enlever l'interdit. Donc il n'y a pas de bracha comme Al-Tevilat Kelim, on en a fait une touma et tout ça. Là, on vient juste enlever l'interdit. Donc il n'y a pas de bracha. D'accord? Et s'il reste des tâches, d'accord? Parce qu'il y a des fois des tâches qui sont très dures à enlever. Hein. Je veux dire, ça, ils ont un produit, mettre comme ça. Ouais, mais des fois, il y a une tâche qui reste quand même. Ma fille, elle a ça. Choumanite, c'est ça? Je sais pas, ils... Choumanite, ouais, choumanite. Même sur le barbecue. Exactement. Ils mettent ça. Alors regardez, est-ce que c'est problématique qu'il reste des taches? Si c'est des taches en tant que taches couleur, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une tache avec une substance, là il faut vraiment s'appliquer à l'enlever parce que c'est du Hametz, d'accord? Les marmites en émail, d'accord? Là aussi, on peut les tremper. Par contre ici, je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'émail il absorbe plus que les autres matières. Les marmites en émail, il faut les tremper 3 fois, d'accord? Mais si maintenant ces marmites en émail, on les utilise sans sauce, c'est des marmites en émail sans huile. Donc qu'est-ce que ça devient? Ça devient la même halakha qu'un grille. C'est une chaleur qui est sèche. Donc on se retrouve dans le même problème que les plaques du four. Vous comprenez ce que je veux dire? Si dans ces marmites on a absorbé avec du jus, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une marmite où il n'y a pas de jus, je mets juste mon steak et il cuit vraiment à sec. Donc le Hametz, comment il est rentré? Ou la boulette à sec, comment elle est rentrée? À sec. Donc il me faut une chaleur sèche. Donc là encore une fois, il faut accéder au chalumeau. Et je leur ai demandé ou mettre une marmite en émail sous le chalumeau, c'est pas possible. Alors excusez-moi. Donc elle ne sera pas cachérisable si on a utilisé à sec. En téflon, d'accord? Pareil, c'est le même problème. En téflon, quel est l'avantage du téflon? C'est que quand on est en White Watcher ou en régime, on cuisine sans huile et sans sauce. Donc qu'est-ce qui se passe? De nouveau, chaleur à sec. Qui dit chaleur à sec, dit cachérisation à sec, c'est-à-dire chalumeau. Allez vous amuser à mettre une marmite en téflon à chalumeau. Donc elle n'est pas utilisable aussi. Les marmites en téflon ne sont pas utilisables. Et là on arrive à ce qu'on a parlé avec mon épouse tout à l'heure. Les cocottes minutes, elles sont cachérisables, d'accord, dans l'eau bouillante. On va tremper ma cocotte minute. Non, une cocotte minute normale en fer. Oui, en fer. Très bien. Alors d'abord, on prend la cocotte minute, on la dévisse. On dévisse le manche. On trempe le manche à part, la cocotte à part. Jusqu'à là, c'est bon? Mais on trempe. Pourquoi? Déjà, elle est morte. Déjà, elle est cassée. Ah bon, si elle est cassée, déjà, le manche, je vais parler à votre mari alors, qui vous en offre une autre. Donc ça, Dites-moi si
attendez, juste je termine. On la démonte, on trempe le manche, on trempe le bas, quoi, d'accord, le bac. Bon, c'est ça, le bac. Bon, le bas, quoi, de la main. Après, on enlève, vous savez, il est enlevable, hein, moi je l'ai enlevé plusieurs fois. Hein? Comment on appelle ça? Le joint. On prend le joint, d'accord? Il dit ce serait mieux de le changer. Hein. J'ai vu que ça coûte 2-3 euros dans les magasins. Le mieux c'est de le changer, le joint. Si c'est pas bien, mais si c'est pas possible, alors on le nettoie bien, on le trempe aussi. Et il dit par contre, je sais pas si elle est tellement, comment dirais-je, moderne, que des fois il y a plein de vis et de plastique qui bouge. Et il dit quand tu enlèves le khametz de là-bas, c'est pas possible. Donc si elle n'a pas trop d'ouverture et de fermeture et de vissage, tu peux, mais si tu es certain qu'il est resté incrusté un peu dedans du khametz, là c'est pas possible. Il faut que ce soit une cocotte minute toute simple, avec un bac, un manche et un couvercle, d'accord? C'est là on pourra la coller. Est-ce que vous trempez ou vous versez de l'eau chaude? Ni l'un ni l'autre. Ni rouille, ni je verse, d'accord? Non, quand vous faites Je trempe dans l'eau chaude. Ah, vous trempez, nous on verse de l'eau chaude, après l'eau froide. Et oui, mais le problème c'est que quand vous versez, vous n'êtes pas sûr que ça va aller partout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous trempez, vous êtes certain que la marmite, elle fait... On a une grande casserole, comment on peut la tremper? Voilà pourquoi j'ai dit que cette année, ils vont mettre ici un bac à eau chaude où on pourra tremper toutes les sortes de marmites avec la grandeur. Ah, ils vont le faire, ça? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, il faut redemander la date. Et donc si les manches ils sont aussi en acier, Ouais. le même matériau que le truc, Oui. mais qu'il y a quand même la soudure, c'est pas gênant ça? Non, la soudure, si elle ne laisse pas infiltrer à son intérieur du khametz, c'est bon. Il faut bien nettoyer, c'est bon. Comme je vous l'ai dit, la poêle, c'est très très compliqué, d'accord? Alors quel conseil il donne pour la plaque? Il y a deux façons de cachériser un ustensile. Ou l'iboun khamour, c'est-à-dire chalumeau, ou l'iboun kal. Alors c'est quoi l'iboun kal? C'est chauffer un instrument jusqu'à que si je mets une paille dessus, elle se brûle. Donc ici le Rav Mordechai Eliaou, tu prends ta marmite, tu la fais chauffer, et après tu vois, quand tu mets la paille, si un petit morceau de paille se brûle, c'est bon, d'accord? Donc là on fera l'iboun kal. Parce qu'encore une fois, la poêle, elle est tellement fine qu'il n'y a pas beaucoup de jus. Et très souvent on se retrouve à faire cuire dedans du khametz et pratiquement à sec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment faire l'iboun kal, c'est mieux. Et le couvercle, vous savez quelquefois il est moitié plastique, la transparence, Oui. Moitié fer. Alors encore une fois, si il y a du khametz qui peut s'insérer à l'intérieur sans qu'on puisse l'enlever, c'est compliqué. Il vaut mieux en acheter un autre, vous voyez? Parce que ça s'insère entre les interstices. Alors, maintenant, si on a des très grosses marmites, c'est là où je vous dis, on ne peut pas tout racheter. Les traiteurs, par exemple, ils ont des marmites. Moi, j'ai travaillé une année en tant que rave, mais on m'avait demandé d'être un peu au début dans la cuisine. C'est des marmites, je vous promets, elles font l'envergure de... La pierre qui déborde. Ah. Ma mère a fait ça. Elles ont des envergures des deux tables. Des marmites comme les deux tables. Ou des bacs à cuisson comme les deux tables. Comment on fait? Alors, mais on est obligé d'être sur la flamme quand on fait ça. Exactement. On Exactement. peut pas être sur le genre réduction. Non. Comme vous avez dit, on prend la grande marmite, d'accord? Alors il y a deux possibilités, Madame Riguer. Ou comme vous avez dit, on fait, alors, lui il donne la première en premier. On prend la grosse marmite, d'accord? On met à l'intérieur une pierre brûlante ou un fer brûlant. Et dessus, immédiatement dessus, on verse de l'eau chaude et tout déborde. Et ça, moi j'ai vu ma mère à l'époque. C'est Bria. J'ai vu qu'elle le faisait, c'est très très dangereux. Hein. C'est-à-dire vraiment, il faut le faire vraiment quand on a. C'est pour des collectivités ou des gens qui reçoivent beaucoup d'enfants à la maison. Voilà. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est d'abord de faire bouillir l'eau chaude et après avec une extrême vigilance dans cette marmite qui est énorme. Hein, une fois que l'eau est en train de bouillir, je jette la pierre dedans et ça déborde et elle est cachée les pestars. D'accord? Alors pareil, vous avez les doudes Shel Maïm Hamim, hein, les doudes Shabbat. Les doudes Shabbat, tant qu'ils n'ont pas été en contact direct avec le Khametz, il y a trois choses à faire. Alors voilà, s'ils ont été en contact, il va falloir que tu passes l'endroit où tu poses ton Khametz au chalumeau. Sinon, trois choses. D'abord, dévisser le robinet, d'accord, et le tremper.
Parce que le robinet, des fois, on se fait un petit café avec une émulsion Hametz, je ne sais pas quoi. On dévisse on couvre le couvercle. Parce que voilà, on ne sait pas ce qu'on a posé là-bas, à quelle chaleur c'est arrivé. On couvre le couvercle avec d'aluminium. Et enfin, on va aller nettoyer au fond le tartre. Parce que dans le tartre, imagine-toi qu'il y a du Hametz qui a été coincé ou quoi que ce soit. Donc bien nettoyé. Maintenant, je peux vous dire que ici, je reconnais les promos du Rav de Yaou. Je vous ai entendu dire qu'avec Froun, il vous a dit qu'il n'y a rien à faire, que c'est bon. Pour le coup, mais il ne veut pas qu'on l'utilise. Ah, du tout. Ah, donc il est plus méquille, le Rav de Yaou, voilà. Donc Rav de Yaou dit on peut l'utiliser. Et moi, C'est pour ça que c'est écrit assez les Harav. Le Rav il a dit, le Rav il a dit. Non, mais mon mari, chez Rav Shkoun, on met le pain dessus. Voilà, mais nous, on n'a jamais été en contact avec le Rav. Mais normalement, si c'est faisable, vous prenez votre couvercle, bah, eux, ils auraient pu prendre leur couvercle et le passer au chalumeau. Encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, on cachérise du Hametz comme le Hametz il est rentré. Or, s'il est rentré par une chaleur chaude, on va devoir procéder à une chaleur chaude, c'est-à-dire le chalumeau. D'accord ? Pareil, on peut, parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Rentrer une marmite d'eau chaude, il y a la main. Vous l'avez pas oublié la main, non ? Comment on fait avec la main ? On va se brûler. Ou des pinces. Non, ou des pinces, ou alors faire moitié-moitié. Un demi, Voilà, c'est ça, c'est ce qui- et après je me repose, et hop, un demi de l'autre côté. On peut ratsi, un demi, c'est possible. Les couvercles ne sont pas exemptés, les couvercles aussi, hein, il le dit ici. Et comme je vous l'ai dit, là c'est comme vous dit Madame Cohen, si on a peur pour les poignées qu'elles se fondent, en les mettant dans l'eau bouillante, on fait comme vous avez dit, parce que c'est des petites choses. On les met sur une surface plate et on verse de l'eau chaude sur les poignées. D'accord ? Comme vous avez dit vous, parce que là c'est des petites choses, donc on arrive. Alors là voilà, je vais sauter tout ça parce que ça ne nous concerne pas à nous, mais il faut savoir que les Ashkenazim n'utilisent ou demandent de faire autant l'ébullition sur le fer que sur le verre. D'accord ? Et même qu'ici, je ne sais même pas que ça, oui, ça doit exister, des marmites en verre, vous savez que ça existait en Pyrex. Ouais. Interdiction de les cachériser, parce qu'ils disent qu'ils ont tellement absorbé pour le Rav Yosef qu'on ne peut pas les cachériser. Nous les Sfaradim, j'ai reparlé avec ma Chavruta en Israël tout à l'heure, le Rav Emmanuel Ben Simon, que vous connaissez peut-être de Torah Box, et il m'a dit, nous on n'est pas Noël toutes ces halachot là, parce que c'est tout simplement du verre, et pour les Sfaradim, le verre n'absorbe pas. Pour les Ashkenazim, il faut faire agala autant sur le verre que sur le fer. Non, mais l'arcopale, est-ce que c'est considéré comme du verre ? Ouh, je sais pas. Je sais pas. Alors j'ai vu que tout à l'heure, à un moment, à la fin, il parlait de toutes les sortes de matières. Tout le monde a dit en Israël, ils font avec l'arcopale, ils font tout. Ils font les viandes et les choses. Alors c'est quelque chose qui n'absorbe pas. Il faut être convaincu. Mais que est-ce c'est- qu'ici, nous, même, je sais pas quoi. Moi je pense que le verre, c'est quelque chose qui a de face. Je pense, c'est les Le Ashkenazim. verre, non, ça n'absorbe Mais pas. pour eux, les verres qui ont été utilisés à chaud, les bols de soupe qui ont été utilisés, tout devrait être passé tout devrait être ébouillanté. Pour nous les Faradim, on ne pense pas comme ça. Je vous l'avais relu d'ailleurs, je vais vous le relire dans le Rav. Ça c'est Rav de Yaou qui pense comme le Ben Ishraï, et donc comme le Rama aussi. Mais nous qui sommes Sfaradim, la semaine dernière, celle qui était au cours, je l'avais dit, mais je vais vous le répéter maintenant. Non, moi, mon problème, c'est Je vais vous le répéter de suite. Voilà, Kélisrouchit, toutes les matières en verre, en bolim ve en poltim. Ils n'absorbent pas et ils ne recrachent pas, sauf votre esprit. C'est-à-dire ils ne vont pas ressortir du Hametz. Ve enan, j'ai bien le crié fort, enan srichim ercher les pessar. Il n'y a pas besoin de cachériser des ustensiles en verre pour les Sfaradim. Afilou ayabaem mashkem zman rav, même si le Hametz aurait macéré à l'intérieur. Alors, si on a des verres neufs, on peut les utiliser. Neuf, bien sûr que oui. Mais sans faire la main. Voilà, mais madame, encore une fois, je vous dis madame Cohen. Non, neuf, c'est bon. La tefila, non, Ah, la fila, il faut faire. il faut faire. Ah, bien sûr, le faire, il faut faire. Mais je vous dis encore une fois, votre soeur m'a dit que quand vous étiez petite, elle se rappelle avoir vu que vos parents, ils trempaient les verres pendant 3 jours. Oui. Donc ça, il le dit ici. Ketzad marchirim, alidé shriat gimel yamim. Comment on est marchir en trempant pendant 3 jours? On remplit des marmites d'eau, d'accord? On met à l'intérieur les ustensiles en verre et il reste là-bas 24 heures, d'accord? Et tous les 24 heures, je change d'eau pendant 3 fois.
Ça, c'est les Ashkenazim. Ah, il dit, les Ashkenazim, Noagim le'achmir besruchit kemo becheres. C'est ça la grande chouma des Ashkenazim. Ils ont l'habitude de faire attention au verre comme l'argile. C'est que l'argile, c'est le pire. Tout ce qui est les marmites en argile, en céramique, en porcelaine, assourd d'être utilisé pendant Pessah. Assourd. C'est l'argile, c'est très, très problématique. Exactement. Autre chose aussi, et là je vais, les tables. Alors la table de toute façon, elle est tout le temps recouverte. Hein, vous êtes d'accord avec moi? En général, on couvre nos tables, donc juste on les nettoie. Par contre, quelqu'un qui sait, et là ça fait mal à entendre, qu'il a utilisé sa table en tant que pique-nique, c'est-à-dire qu'il a mangé à même la table, il faut verser de l'eau chaude dessus. Ah, ouais. Elle est en verre et on mange dessus. Hein? Maintenant, le problème c'est que quelqu'un qui a peur, d'accord, il a qu'à la recouvrir entièrement. C'est tout. Hein? En verre pour les Ashkenazim. C'est le problème. Le bois eau chaude aussi. Ça, j'ai demandé à Ravassoun. À l'époque, j'avais du mal. Pour moi, j'avais associé une année, on a discuté avec Ravassoun de ça parce que j'avais associé le bois à l'argile. Je sais pas pourquoi. Je croyais que le bois c'était incachéré. Mais pas du tout. Tu verses de l'eau chaude dessus, c'est bon le bois aussi. Elle est en bois la table. Eh ouais, mais bon. Non, parce que non. Il faut avoir des mouna quand vous faites ça. Non, je la recouvre. C'est la table de la cuisine. Ah oui, vous la recouvrez intégralement. Ok. La toile cirée, quelquefois, elle a des petits, ça passe dessous. Je la cacherai. Ouais, ça c'est bien aussi, c'est bien. Donc pareil pour la table de cuisine, on verse de l'eau chaude dessus, le plan de travail, et après c'est bien de le recouvrir avec du vinyle, je sais pas comment on appelle ça là. Ouais, le plastique. Ouais. Par contre, il fait une différence, ça c'est intéressant le radio SF. On peut ne pas verser de l'eau chaude et la couvrir. La couvrir, mais hermétiquement, vraiment que ça puisse. On le couvre avec du plastique qui ne bouge pas alors. Oui, moi je dirais. Lui il dit qu'il vaut mieux normalement la faire bouillir, mais bon, ils ont bien recouvrir. Regardez, par contre, il y a la différence entre une table et un plan de travail, et je ne savais pas que ça existait, une planche à pétrir. Vous savez ce que c'est une planche? J'ai jamais entendu ça. Une planche à pétrir. La planche à pétrir, il dit que là, d'accord, étant donné que ça absorbe et tout ça, il faut mettre dessus une pierre brûlante et verser de l'eau chaude. Apparemment, c'est en fer, donc c'est la planche à pétrir. Voilà. Et s'il a peur, alors qu'au moins il verse de l'eau chaude dessus et qu'il la recouvre bien après. D'accord? Alors bien évidemment, les toiles cirées, hein, on les change. Par contre, celles qui sont en tissu, on les lave en machine et ça suffit largement. Maintenant, au sujet des éviers. Un évier, on finit dans 10 minutes, hein, j'ai bientôt fini. Un évier en céramique, alors d'abord il faut bien le laver dans tous les trous, d'accord? On le fait sécher en céramique, là je parle, c'est comme de l'argile. Hein. On verse dessus de l'eau chaude et il y en a qui, après avoir versé de l'eau chaude, ils le recouvrent. Alors attention, l'évier, et ça j'ai parlé aussi avec ma farouta en Israël de ça, c'est pas comme les marmites. C'est-à-dire que si j'ai une marmite en céramique, en porcelaine et tout ça, elles sont inutilisables pour Pessah. Quelle est la différence avec les éviers en céramique? Deux choses. Déjà, les éviers en céramique, ils n'arrivent jamais à Yad Soledet Bo. Ils n'arrivent jamais à une chaleur. Je ne pense pas que vous fassiez la vaisselle ou que les maris fassent la vaisselle avec de l'eau brûlante à se brûler. Sinon, on ne la fait pas la vaisselle. Donc, c'est jamais chaud. C'est toujours à froid. C'est toujours à tiède. Donc, ça suffit de verser de l'eau chaude et même si ça a absorbé. Parce qu'on sait très bien que l'argile et la céramique, ça absorbe sans relâcher. Ça absorbe et ça ne ressort plus. Comment c'est possible? Le problème, c'est que même si ça absorbe avec quoi dedans? Avec des produits, avec du liquide vaisselle, avec des capes-fours, je sais pas, tout ce qu'il y a. Donc le chametz qui est absorbé à l'intérieur, il est absorbé Betor Pagoum en tant qu'abîmé. Donc il n'y a pas de problème. Donc bien qu'on ait un évier en céramique, si j'ai versé de l'eau chaude sur cet évier en céramique, ça suffit. Et il dit le Rav Mordechai Yaou, et il y en a qui ont l'habitude de rajouter sur ça une couverture en plastique ou en fer à l'intérieur du bac. D'accord? Les éviers qui sont blancs, vous savez pas comment ça s'appelle, qui sont blancs. En plastique? Non, c'est pas du plastique. C'est pas de la pierre. Alors je crois qu'après il parle de ça. Voilà, Mishtachim Acherim, comme la formica. Ça doit être ça peut-être? La formica? C'est pas formica. Ou bien du plastique, avec du silicone, ou bien du verre, ou bien de la pierre.
ou bien de la pierre mélangée à de la colle, si on ne met pas du chaud toute l'année, d'accord, et qu'on ne met pas du pain, ça suffit de bien les nettoyer et de verser de l'eau chaude. Maintenant, si on a mis des choses brûlantes dessus, c'est pas possible d'être marchirotable. Uniquement, on les recouvrira avec du papier aluminium ou du plastique bien recouvert. Hein? L'évier en alu, c'est le plus simple. Je le dis. Il dit ça, c'est celui qui veut faire plaisir dans sa maison. Il met de l'alu, de l'aluminium de partout comme on a à la maison, et on met de l'eau brûlante et ça suffit. Par contre, les Meshoulachim, tous les, comment dire ça, les, je perds mes mots. Non, là où il y a le trou de l'évier, dessus on met un filtre. Les filtres en plastique là, il faut les changer. Ouais, il faut les changer. Ou bien les. Non, dessus. Un filtre en plastique qu'on met dessus. Avec de l'eau brûlante. Avec de. Oui, avec de l'eau brûlante, bien sûr. Non. Moi je parlais du filtre qui était dessus. D'accord? Pour le lait de la viande, c'est pareil pour l'évier? C'est-à-dire? Oui, bien sûr. Vous avez un évier qui est en fer Bassari. Qui est en pierre, là, je sais plus comment on dit. Là. Ah, ça, il vaut mieux séparer. Il vaut mieux faire dans la salle de bain le lait et dans la cuisine la viande. Non, parce que. Non, en plastique. Non, quelquefois, il y a les deux barres. Le lait de la viande séparé. Ouais. Mais quelquefois, on pose sans cuire, sans rien. À froid. À froid, c'est pas de problème. Tant que c'est à froid, il n'y a pas de problème. C'est ça. L'absorption ne se fait qu'à chaud. Retenez-le. Comme j'ai dit, comme l'absorption s'est faite, la chara se fait. Si l'absorption elle était à froid, on nettoiera un peu avec de l'eau et c'est bon. D'accord? En marbre, pareil. En marbre, je nettoie bien et je verse de l'eau chaude, en faisant bien attention, comme il dit ici le Rav Mordechai, des fois il y a des interstices où la saleté elle rentre dedans. Donc on gratte un petit peu pour enlever bien. Et tout le reste des surfaces, il faut bien les nettoyer et les recouvrir derrière. D'accord? Bien les recouvrir. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, le four, bien retenir, on le répète encore une dernière fois, 24 heures, je ne l'utilise pas. Après, je le nettoie avec mon décape-four et je mets en marche ma pyrolyse ou à chaleur maximale pendant 1 heure. Et là, encore une fois, on a une marloquette entre deux géants de la Torah, le Rav Mordechai Eliaou à ma droite et le Rav Yosef à gauche. Après la Rav Mordechai Eliaou, le four ne se cachérise pas, interdit. Nous, on est sommaire sur le Rav Yosef. Ouais, il faut bien gratter. Ouais. C'est ça que lui dit. Il dit chez Betor des fanot adelet mitasef rametz ben. Là-bas, ça rentre. Il faut bien gratter, faire attention. Bon, d'après Rav Yosef, c'est possible. D'accord? Changer les plaques, comme je vous ai dit. Le micro-ondes, là, il est martyr. Il permet. Alors, là aussi, il dit a priori, je préfère pas qu'on utilise le micro-ondes. Mais nous, on a vu dans le Rav Yosef, et lui-même le dit, 3 étapes, les mêmes étapes qu'on a vues la semaine dernière, il les répète. 3 étapes dans le micro-ondes. Première étape, on le nettoie bien. On le laisse reposer. Ça va, madame? Ah, si vous voulez, vous comme vous voulez. Hein. 24 heures, vous ne l'utilisez pas. Et après, on le met à puissance maximale avec un verre de savon dedans. D'accord? Oui, de savon, de citron, de ce que vous voulez. Jusqu'à que le verre, du vinaigre, jusqu'à que le verre se vide entièrement. Et votre micro-ondes, il est caché à l'épaisseur. Comment dirais-je, je vais perdre mes mots en ce moment. Des feux de gaz, d'accord? La gazinière, voilà. La gazinière. Alors, on enlève les poses gazinières et on va les passer là aussi, pareil, au chalumeau, d'accord? Ou bien, pas besoin, tu mets ton feu à puissance maximale et ils vont bien se brûler. Une fois qu'ils se sont bien brûlés, j'enlève tous les boutons, je les mets dans l'eau chaude, rapidement, dans l'eau chaude et je les ressors. Et après, il dit ce serait bien qu'après avoir fait tout ça, de recouvrir tout d'aluminium. D'accord? Voilà, ça c'est le mieux. Et là aussi, c'est là où je vous disais tout à l'heure, Madame Cohen, pour lui, les plaques à induction sont inutilisables pour Pessah. L'Ashkenazim, ils ne peuvent pas utiliser leurs plaques à induction. Donc s'ils sont intelligents, ils n'ont pas acheté une. Pour nous, les Sfaradim, aucun souci. Induction ou vitrocéramique, tout ça, les Ashkenazim, ils ne peuvent pas utiliser à Pessah. Voilà, nous, Sfaradim, un petit coup de chiffon, un petit coup de produit spécial vitrocéramique, et c'est caché à Pessah. Il n'y a aucun souci. Alors je laisse le côté, ma mère, elle se
faisais pour les verres, elle les remplissait 3 jours. Je peux. Mais vous n'avez pas trempé votre vitrocéramique dans l'eau? Non, d'accord. Mais je la nettoie bien et c'est tout, comme vous venez de le dire. Madame Cohen, je préfère vous demander à votre avis, parce que c'est compliqué. Si vous avez la khumra, est-ce que vous utilisiez l'année vos ustensiles en verre pendant Pessah? Non. Pourquoi? J'ai des verres que j'achète. Parce que votre mère, elle faisait comme ça aussi. Ma mère, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle qu'elle prenait les verres, elle les tacherisait pas. Voilà, donc à mon avis, pour la vitrocéramique, il faut demander. Les plaques, les hottes, alors je sais pas comment c'est possible ce qu'il dit ici, d'accord? Il faut verser de l'eau chaude dessus, je sais pas comment c'est possible. Voilà, je sais pas possible. Et la recouvrir d'aluminium. Le mieux c'est de la recouvrir d'aluminium et de ne pas l'utiliser. Je termine juste une petite seconde. Les plaques de Shabbat, vous enlevez la prise, vous grattez bien toute la saleté et vous versez de l'eau bouillante dessus et c'est bon. Qu'est-ce qui est encore important? Je vois que vous êtes pressé. Le lave-vaisselle, hein, on le fait tourner à vide un cycle et c'est bon. Le frigidaire, on le nettoie bien pour enlever tout ce qu'il y a dedans. Et comment dire ça? Tous non, je suis fatigué là. Toutes les armoires de cuisine, bien les nettoyer. Pareil pour les robinets, on va bien les nettoyer. Le verre du kidouche, si on a trempé avec du pain, il faut faire attention de bien aussi le nettoyer. Non, pas forcément. Pas forcément, mais il dit, le rabbi, il est marqué, il dit qu'il veut quand même à gala, mais sinon il est en verre par exemple. En verre, on le nettoie bien. S'il est en métal. S'il y en a un métal, il parle de faire à gala. C'est la khumra du Ramadan Khaléon. Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux. Alors juste un truc important, je regarde si c'est. Voilà. 3 choses importantes. Voilà, je ferme mes livres. 3 dernières choses importantes. Les dentiers. 24 heures avant, ne plus les utiliser et les faire tremper dans un produit pour que tout se sorte. Pareil pour ceux qui ont des appareils dentaires. 24 heures avant, ne plus manger du khametz et bien nettoyer son appareil dentaire. Et voilà, pour les enfants avec des appareils dentaires, bien les nettoyer. Et il y a un truc qui dit marrant à la fin, pour une petite blagounette pour la fin. Les téléphones de la maison, bien nettoyer les trous parce qu'on est toujours au téléphone en train de cuisiner. Bien nettoyer son téléphone et sur cela, je vous souhaite Pessah Kasher. Pessah Mea.